Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, c'est aujourd'hui le jeudi 4 avril 2019 et c'est l'épisode 146 du podcast. Pour rappel, vous pouvez nous suivre soit en vidéo sur youtube.lifestyle.fr ou bien en audio en suivant notre flux RSS sur podcast.lifestyle.fr. Alors, avec moi, j'ai une équipe très chargée ce soir, ils seront deux pour me supporter. J'ai d'abord Cassim qui est là. Salut Cassim. Salut. Bonsoir. Tu vas bien? Bonjour. Ça va, je me remets d'une petite, d'une petite toux et ma voix est un peu faiblarde, quoi. Non, mais elle est très bien. Elle est très Une bien, voix de cette radio fois-ci. ce soir. Ouais. Et à côté de toi, notre ami suisse qui est là. Salut Patrick. Alors, ami suisse, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bonjour à tous et à Bon, toutes. notre ami depuis la Suisse. Voilà, l'expatrié, on va dire. Expatrié, c'est ça. Voilà. Alors ce soir, un épisode qui devrait tenir le format 20-25 minutes. On va éviter de déborder comme la semaine dernière. Eh bien, je vous propose, sans plus attendre, d'attaquer avec notre dossier. Alors, pour ce dossier, première partie, une partie consacrée à Edgeum, le nouveau navigateur de Microsoft qui n'est pas encore sorti pour tout le monde. Alors, on en a parlé la dernière fois. Edgeum, ce nouveau navigateur basé sur sur Chromium, il va avoir quelques petites nouveautés. Alors, si on parle de lecteur de streaming de vidéos, Cassim, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors pour le coup, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est plutôt Non. récupérer quelque chose qui vient du vieux Edge, de l'ancien Edge. On avait un peu peur de certaines fonctionnalités qui étaient très spécifiques à Edge quand Microsoft a annoncé son passage à Chromium. Ici, là, on parle de la lecture en 4K sur Netflix, c'est très précis. Oui. Ça vient du fait, alors donc effectivement, Netflix, quand on veut le regarder en 4K sur Windows, on est obligé d'utiliser Edge. C'est incompatible avec Chrome, Firefox et compagnie. On est bloqué. On est bloqué en Full HD. Alors ça vient d'une chose assez simple finalement, qui est un peu technique mais assez simple, c'est les DRM que Netflix utilise. Il y a d'un côté Whitevine qui est le plus grand, qui est le DRM principal que tout le monde utilise, qui permet de faire de la HD et avec lequel tout le monde est compatible. Ouais. C'est le DRM de Google, ça. Et ensuite, il y a le DRM de Microsoft, dont je viens d'oublier le nom, c'est PlayReady, je crois. Ou quelque chose comme ça, je crois que c'est PlayReady. Peu importe, qui permet de la lecture de vidéos en 4K, enfin qui protège les vidéos en 4K, et c'est le DRM que Netflix a choisi. Et aucun navigateur n'intègre ce DRM, si ce n'est celui de Microsoft, qui est Edge. Ouais. Donc on avait peur, après, malgré tout, on avait peur quand même avec le nouveau Edge que peut-être au début, ou enfin qu'il le récupère pas tout de suite, on se posait la question en tout cas. Et en fait, quand on regarde la build qui a fuité de Microsoft Edge, qu'on se rend dans les paramètres un peu cachés qui sont accessibles avec les drapeaux, c'est Edge /flag, un truc, quelque chose comme ça, /flags. Et bien on voit qu'il y a un flag, justement, un drapeau, une option cachée qui permet d'activer la lecture de ce DRM, enfin l'utilisation de ce DRM là. Alors moi j'ai testé, j'ai pas pu lire de vidéos en 4K là sur la version, mais encore une fois c'est une version très expérimentale en interne de Microsoft, donc c'est pas un problème, tout à fait normal. Mais c'est rassurant de voir en fait que Microsoft travaille dessus et c'est une vraie plus-value, je pense, de Edge par rapport à la concurrence, quoi. Ouais. Ok, merci beaucoup Cassim pour ces éclaircissements. Alors, une autre info, on a appris que l'ouverture de la bêta se rapprochait à grands pas, que Microsoft allait sûrement, dans un avenir assez proche, permettre à ceux qui se sont préinscrits pour cette bêta de pouvoir accéder à des vraies versions officielles bêta de de Edgeum, pardon, j'ai du mal ce soir, parce qu'actuellement, les versions qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver sur le web, sont des versions qui ont fuité et qui ne sont pas du tout publiques, qui ne sont pas des versions bêta. Je ne sais pas si on peut parler d'alpha ou de versions internes, mais c'est pas du tout normalement à disposition du grand public. Donc ça devrait arriver. Oui, Cassim, tu voulais... Non, je disais tout à fait. D'accord. Ok. Et une dernière chose pour finir sur Edgeum, c'est la lecture des e-pubs. Vous savez que Edge était quand même connu pour sa capacité à lire les e-pubs, à les annoter, à pouvoir prendre des notes, tout ça, marquer ce que vous vouliez dessus. Il semblerait que
Edgeium ne bénéficie pas, en tout cas à sa sortie, de cette possibilité, mais ça pourrait être en lien avec une news dont on vous parlera un petit peu plus tard dans le podcast. Donc, a priori, à moins que tu aies vu d'autres choses, Cassim ou toi, Patrick, Edgeium ne devrait pas proposer de lecture de ePub de manière en tout cas native. Cassim, quelque chose à rajouter? Non, mais je pense que tu as raison. Et je pense que c'est effectivement en fonction par rapport à ce dont on parlera plus tard. D'accord. D'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent vraiment les navigateurs pour lire des bouquins? Je ne suis pas très certain, parce que l'ePub, à la base, c'est quand même pour les liseuses. Je suis d'accord avec toi globalement, Patrick, mais notre camarade Flobo qui n'est pas là ce soir, lui utilise justement Edge pour lire ses ePubs et c'est sa principale utilisation de Edge. Donc il est assez triste de la disparition de cette fonctionnalité dans Edgeium. Maintenant, est-ce que du fait qu'il y a finalement peu de gens qui ont un très faible pourcentage, peut-être que Microsoft s'est dit que c'était peut-être pas forcément très déterminant à ce niveau-là, ma foi. Oui. Et puis, on en reparlera dans un instant, mais voilà, il y a du lien à faire avec une autre information. On va continuer cette fois-ci, Cassim, avec la mise à jour de mai. Il semblerait qu'il y ait des infos qui viennent de sortir aujourd'hui. Ouais, alors déjà le fait que ça s'appelle la mise à jour de mai, on s'attendait à ce que ça soit la mise à jour d'avril comme les années précédentes. C'est la façon dont Microsoft avait nommé ses mises à jour de début d'année. Finalement, là... Pardon. C'est la mise à jour de mai. Alors du coup, on se souvient que le nom de code de cette version c'est 19H1, ça voulait dire que cette version est destinée à sortir dans la première moitié de l'année, donc ils sont encore dans leur créneau, même si on parle du coup d'une sortie fin mai, c'est un peu juste quand même en termes de créneau, de calendrier, de timing, c'est un peu juste, mais ils sont dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que la release preview sort là à partir du 8 avril de la semaine prochaine au moment où on enregistre. Ça sortira en release preview pour les membres du programme Insider. Et ce sera en release preview jusqu'à fin mai au déploiement officiel, ce qui laissera à peu près un mois et demi à Microsoft pour éventuellement corriger les bugs, éviter de répéter un peu la mauvaise expérience qu'ils avaient vécue avec le lancement de la précédente mise à jour fin d'année dernière. Oui. D'accord. Et après, l'autre élément qu'ils ont annoncé, c'est un peu externe à la mise à jour en elle-même, c'est la façon dont les gens vont pouvoir la télécharger ou plutôt pouvoir la retarder. Ouais. Ils ont annoncé que les gens qui ont Windows 10 en édition famille, donc l'édition la plus simple de Windows 10, pourront mettre en pause les mises à jour pendant 35 jours désormais. Et surtout, ils ont annoncé que les utilisateurs allaient pouvoir, a priori, si on comprend bien, reporter l'installation de la mise à jour autant qu'ils veulent pour les mises à jour qui apportent des nouvelles fonctionnalités. C'est le cas de la mise à jour de mai. Par contre, ils continueront d'avoir l'obligation, entre guillemets, d'installer les mises à jour de sécurité. Donc ça veut dire très concrètement que quelqu'un qui a la version de septembre, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais la version de septembre 2018 pourra continuer, qui est la version actuelle, pourra continuer très bien à l'utiliser. Voilà, la 18.09 pourra continuer à l'utiliser pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tant qu'elle est officiellement prise en charge par Microsoft à travers des mises à jour de sécurité. D'accord. Donc c'est un changement de politique assez important de la part de Microsoft qui joue un peu le forcing depuis le début de la sortie de Windows 10. Là, ils mettent un peu plus de marge pour les utilisateurs qui n'aimaient pas forcément trop les mises à jour, surtout pour les les utilisateurs qui pestaient un petit peu contre le fait qu'il y ait 2 mises à jour majeures par an, qui trouvaient que c'était un rythme un peu trop rapide de mise à jour. En particulier, je pense aux gens qui ont peut-être des petites connexions Internet. Là, voilà, ils vont pouvoir reporter. C'est un changement de politique. Ça reste quand même, je pense qu'ils restent dans leur idée de continuer à pousser les gens à continuer malgré tout à mettre à jour et à essayer de garder la dernière version de Windows 10 si possible. D'accord. Merci beaucoup, Cassim. C'est peut-être aussi pour les gens qui ont des petites machines. Moi, j'ai une petite tablette avec 32 Go et c'est assez galère parce que je suis obligé de passer par une clé USB, virer des applications, faire de la place. Alors, c'est vrai qu'avec les dernières mises à jour, c'était plus facile. Tu mettais une clé assez grosse et il utilisait la clé comme si c'était un espèce disque de la tablette, donc ça va gagner un petit peu de temps. Mais j'imagine quelqu'un qui a une petite tablette qui s'en sert de manière très ponctuelle n'a pas forcément besoin de toutes les dernières nouveautés. Juste les mises à jour de sécurité, ça peut suffire. C'est un des rares cas où je pense que ça peut être relativement pratique. Même si ça devient de plus en plus difficile, puisqu'il se trouve qu'il y a
On vient de terminer il y a une semaine, on a migré un certain nombre de machines d'un gros client vers Windows 10. Il y a une seule machine qu'on n'a pas été en mesure de le faire, c'est sur ce qu'on appelle les petits NUC d'Intel, c'est le petit mini PC. Ouais. Et on n'a pas pu le faire parce qu'il avait 32 Go de mémoire de stockage, y compris avec une clé USB. Donc même comme ça devient vraiment limite. Donc ce sera quand même pas évident pour tout le monde. Sinon, il faut leur mettre un petit Windows 10 ARM dessus. Ouais, ou alors changer le stockage, c'est ce qu'on a fait pour le coup, parce que 32 Go, non, c'est tout simplement plus possible. Ouais, maintenant 128 Go, c'est pas un truc exceptionnel. Bon voilà, donc c'était notre dossier pour cet épisode 146. Je vous propose de continuer, cette fois-ci avec les news et rumeurs, avec des infos un peu plus courtes. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, Patrick, c'est toi qui voulais nous parler, je crois, d'une histoire un petit peu de stats et de jeux. Voilà, bah oui, effectivement. Alors, ça m'a un petit peu surpris également. Faut juste que je retrouve l'information. Je suis descendu un petit peu trop. Voilà. Alors, on les a souvent considérés comme les plus grands irréductibles et ou conservateurs en matière de version de Windows installée. Eh ben, il semble désormais que même eux cèdent aux sirènes de mon Windows préféré. Alors, je pense quand même que la politique de mise à jour de Microsoft y est pour beaucoup, mais moi personnellement, enfin, je pense qu'on peut se réjouir de cette progression, puisqu'elle est quand même, à travers la plateforme Steam, elle est à peu près affichée comme pas loin de 70% de parc installé, enfin de parc de joueurs Steam installés. Et quand on connaît en fait la popularité de cette plateforme, on peut imaginer on est relativement proche de la réalité. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Patrick. Alors, moi, pour ma part, je vais vous parler d'une petite info un petit peu plus originale. Vous voulez peut-être un appareil mobile, un truc style smartphone qui tourne sur Windows, et vous vous dites un Windows Phone? Non, ça n'existe plus. Un Windows 10 mobile? Non, ça n'existe plus. Eh bien, il semblerait que chez OnePlus, avec le OnePlus 6T, vous puissiez installer tout simplement un Windows 10 ARM dessus sur votre machine. Alors, je ne pense pas que les fonctions de téléphonie soient prises en compte pour l'instant, mais il y a cet appareil, voilà, ils ont réussi à installer Windows 10 en version ARM, donc le même Windows 10 qu'on peut installer sur 950 XL. Ils ont réussi à l'installer sur le OnePlus 6T et à part que l'écran est un petit peu petit, ça a l'air de plutôt bien marcher. Moi, j'ai vu quelques petites vidéos, je trouvais ça plutôt sympa. Je sais pas si vous avez fait attention, les gars, à cette info. Bah écoute, oui, effectivement, j'ai vu passer cette annonce un petit peu. Bon, moi, j'ai trouvé assez intéressante, peut-être un petit peu moins utile, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser que d'un côté, on a une politique de Google qui a tendance à abandonner son OS pour tablette. Je me suis dit, est-ce que ça aurait pas été peut-être plus productif ou plus intéressant de voir justement un Windows tel que celui-là sur une tablette? Ouais. Parce que finalement, ayant essayé moi-même le OnePlus 6T, je trouve que sur son OS d'origine, il va déjà très bien. Il n'a pas forcément besoin d'autre chose. En revanche, recycler certaines tablettes avec notre OS favori, ça pourrait devenir plus intéressant, je trouve. D'accord. Ok, merci beaucoup, Voilà ce que Patrick. j'ai pensé. Cassim, un petit commentaire? Non, mais je l'avais vu passer aussi, c'était marrant que c'était sorti le 1er avril. J'avais des collègues qui m'ont demandé si c'était un poisson d'avril ou pas, à mon avis, justement. J'avais dit que non, je sais qu'il y en a qui aiment bien, justement, essayer d'installer les versions ARM de Windows 10 un peu partout, ou le contraire, de passer les vieux Lumia sous d'autres systèmes ARM. Donc je trouvais ça marrant, et bon, après, à mon avis, c'est un projet qui ira pas très loin, enfin, dans le sens où il y aura beaucoup de problèmes de fonctionnalité et tout. Je suis pas sûr que ce soit vraiment viable pour un propriétaire de OnePlus 6T, ne serait-ce que pour les fonctions de téléphone ou ce genre de choses. Après, ça reste je trouve ça intéressant. J'aime toujours. C'est une info sympa. Ouais, j'aime bien toujours ce genre de projet, c'est marrant. Ok, merci Cassim. Allez, on continue cette fois-ci. On va aller sur le monde du PC, et si vous avez un ordinateur qui est plutôt, on va dire, d'entrée de gamme ou moyenne gamme, vous n'avez peut-être pas forcément de carte graphique, vous avez peut-être un processeur Intel dont le chipset va servir de carte graphique. Et dans ce cas-là, vous aviez peut-être des vieux paramètres, un vieux tableau de paramétrage qui était complètement immonde et dépassé. Eh bien, Intel a mis à jour une application Windows 10 qui vous permet de gérer dans un univers, dans une interface assez jolie, assez léchée, vos paramètres de carte graphique, enfin de chipset graphique. Voilà, c'est pas une grosse information, mais c'est quand même un petit quelque chose d'assez sympa, au moins à l'utilisation pour les utilisateurs.
Donc, je sais pas si... Non, vous avez des cartes graphiques, j'imagine, dans vos machines. Donc, vous n'avez pas utilisé cette application. Tout à fait. D'accord. Ou plutôt, on est du genre à installer manuellement, on va dire. Ouais, mais quand tu veux paramétrer tout ça, parfois Non, tu peux avoir... attention, hein, ce que je veux dire là, pour l'utilisateur lambda, ça peut être très utile, bien évidemment. Ouais. Surtout il y a tellement de cartes graphiques différentes, on a souvent du mal à trouver d'abord le bon modèle, parce que souvent la carte graphique n'est pas reconnue. Donc tant qu'elle n'est pas reconnue, on ne peut pas forcément l'identifier correctement. Donc pour ceux qui ne savent pas où chercher ni comment, ça peut être un gros avantage, bien évidemment. Après, c'est ce qui m'a fait un petit peu sourire dans l'article, c'est que parmi les différentes fonctionnalités proposées, on parle d'optimisation vidéo et de jeu. Je pense qu'Intel n'est pas au courant, il faudrait les rappeler que leur carte graphique pour le jeu vidéo, c'est pas super top. Hein. Non, mais alors... du Nvidia, de l'AMD. Donc, Oui. c'est un Mais peu, enfin, c'est ironique, je sais, hein, je rigole, mais enfin, on sait tous que les cartes Intel, c'est parce qu'on utilise pour les jeux vidéo. Donc, alors, moi, je voudrais apporter un bémol à ce que tu dis, parce que dis-moi tout. j'ai passé sur ma machine, là, j'ai passé plusieurs années avec uniquement mon chipset de mon Core i5. Et D'accord. je n'ai acheté une carte graphique qu'il n'y a même pas 2 ans, alors que la machine a 4 ans. Donc j'ai passé au moins 2 ans sans carte graphique réelle. Et j'arrivais à jouer à des jeux comme Diablo 3. Qu'est-ce que j'avais fait? Avec une carte Intel? Ouais, avec le Ah ouais, quand chipset. même. Et ça tournait nickel, et au maximum. Hein. D'accord. Ouais, et donc c'est pour ça qu'on va pas jouer à des grands jeux. C'est sûr, tu vas pas faire un Far Cry 5 en 4K 60 FPS, ça c'est clair. Mais tu peux jouer à des petits jeux, si tu es pas trop gourmand sur la qualité d'image, ça passe. Donc ça peut être un bon compromis d'avoir un bon processeur qui te permette de mettre un peu de sous de côté pour t'acheter une carte graphique au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Bon. Voilà. Allez, on continue cette fois-ci, on saute du côté de Seattle, à Redmond, là où était Christophe il y a quelques jours. Microsoft lutte contre la cybercriminalité et ils ont annoncé récemment avoir récupéré 99 sites qui étaient occupés par des pirates informatiques. Alors je crois qu'ils venaient de Chine. Je savais pas moi que Microsoft luttait contre la cybercriminalité. J'étais assez étonné de cette information. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça, vous, que Microsoft joue la police de l'informatique. Cassim, peut-être. Ouais, moi j'avais déjà vu ça parce qu'ils font ils faisaient en tout cas une super session au Microsoft Experience. Ou je sais plus, au Tech Days, l'un ou l'autre, mais Ouais. il y a un moment où ils faisaient une super démonstration. Et c'était assez intéressant de voir justement comment ils expliquaient un peu comment ils travaillaient justement avec les autorités pour détecter des trucs, des problèmes de cybercriminalité vraiment à grande échelle, quoi. Là, on parle pas. Ouais, c'est pas des petites choses sur lesquelles ils travaillent. C'est vraiment des gros trafics, voilà, et avec lesquels qui sont assez légitimes là pour le coup. Comme problématique, quoi. Non, mais voilà, je trouvais ça intéressant. Oui, après, du coup, j'étais déjà au courant, mais sinon, je trouve ça intéressant. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire que. Non, mais voilà, moi j'étais surpris parce que je connaissais pas cette activité de Microsoft et je trouve ça bien. Voilà, c'est un complément parce que c'est quand même une entité qui connaît quand même plutôt bien quand même le monde de l'informatique, donc ils sont peut-être plus à même que certains services de police pour arriver à lutter contre le crime numérique. Voilà. Ouais. Bon, allez, avançons dans le dossier et on va rester sur Microsoft qui, cette fois-ci, Microsoft à Seattle, a annoncé vouloir payer plus d'impôts, voulait être moteur des entreprises qui reversent plus d'impôts à la société et ils veulent notamment amener Amazon dans leur sillage pour reverser plus de taxes. Voilà. Alors, je trouve ça très louable, mais je me demande si c'est juste, s'il n'y a pas quelque chose derrière. Je dirais presque c'est trop gentil, je me dis c'est bizarre. Je sais pas si. Ah, ça, c'est une réflexion. Moi, je dirais que ton réflexe, c'est un peu un réflexe français pour le coup, je pense. En fait, je crois que culturellement, aux États-Unis, ils ont beaucoup plus l'idée de reverser eux-mêmes de l'argent en fait dans le système. Ils ont beaucoup plus par exemple de riches, parce qu'aussi ils ont beaucoup plus de nouveaux riches que nous, mais ils ont beaucoup plus de riches qui redonnent. Bill Gates, c'est quand même le meilleur exemple, qui redonne beaucoup à des fondations, etc. Je crois que c'est plus ancré dans leur culture sur ça. Après, je suis là, je dis pas non plus que c'est des gauchistes incroyables, hein, mais je crois que c'est un peu plus dans leur culture de le faire volontairement en tout cas.
de le faire eux-mêmes. Après, là, oui, je sais pas si derrière c'est du lobbyisme ou quoi, enfin, je saurais pas te dire. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Après, je pense aussi que tout simplement, c'est des gens qui aiment bien Redmond et Seattle et qui veulent que la ville, c'est la ville dans laquelle ils vivent, quoi, de toute façon. Donc, je pense que par ailleurs. C'est peut-être aussi simple que ça, finalement. Voilà. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup, Cassim. Patrick, tu voulais prendre la parole ou on passe à la news suivante? Non, ça va. Ok, allez, alors on enchaîne. Cette fois-ci, c'est pour les développeurs que cette information sera peut-être utile. Visual Studio 2019 sort et il sort même sur Mac. Voilà, alors si vous utilisez que la version code comme Christophe, il n'y a pas de problème, elle est déjà disponible. Sinon, faites la mise à jour. Il existe des versions gratuites de Visual Studio 2019. Une autre petite information, moi que j'ai trouvé plutôt sympa et qui me paraissait assez intéressante, c'est Microsoft qui se lancerait dans le e-shopping. Alors, ça, on sait que Microsoft a sa boutique, mais il lancerait un système de gestion de boutique en ligne. Et je trouve ça assez intéressant et assez malin quand même, parce que grâce à Azure et tout le reste, ils peuvent proposer tout un écosystème pour les vendeurs, avec la partie front-end, avec le site, tout simplement, la vitrine, toute la partie de gestion de stock et compagnie. Je trouve ça plutôt pas mal et qui se mettent sur un nouveau segment de marché qui pourrait leur correspondre finalement à leur nouvelle envie, là où ils vont vouloir aller taquiner le professionnel. Patrick, peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ils proposent déjà des tuyaux assez divers et variés de qualité. Donc effectivement, pourquoi pas ne passer de l'autre côté, puis proposer des plateformes, des portails, des petites choses prêtes à l'emploi, un petit peu à la front page par exemple, qui permettraient de développer sans trop de connaissances techniques ce genre de service. Ok. Cassim, peut-être une réaction, toi? Tu parlais de leur service. Il y a aussi là où ils sont très forts, c'est aussi sur la gestion de clients, la gestion je crois, de services clients. Ils ont pas mal de services sur ça aussi, donc c'est pareil. Ça s'ajoute à ce que tu disais et ça leur permet de faire une plateforme assez bien pensée, je pense, effectivement. Ouais, ça risque d'être un acteur de poids dans le futur. Allez, on va continuer cette fois-ci. On va vous parler de notre ami Cortana. Notre ami Cortana, vous savez ce que c'est encore Cortana? Vous avez oublié, peut-être vous êtes trop jeune pour en avoir entendu parler. Cortana, c'était l'assistant numérique de Microsoft. On l'avait sur les Windows Phone à l'époque. C'est arrivé sur Windows 10, je crois pas que c'était sur Windows 8. Bref, Cortana faisait partie de nombreux services de Microsoft. C'était un élément que l'on retrouvait de manière transversale. Et petit à petit, Microsoft retire Cortana de ses services. La semaine dernière, on vous disait que Skype avait perdu Cortana. Cette fois-ci, c'est Wunderlist qui voit Cortana disparaître. Voilà, alors Wunderlist va peut-être disparaître au profit de Todo, parce que c'est quand même l'ancêtre de Todo. Mais voilà, Cortana, adieu de Wunderlist. Tout à l'heure, on parlait de. Oui, mais tout à l'heure, on parlait de la prochaine mise à jour de Windows 10 qui sort en mai. Une des nouveautés de la mise à jour qui sort en mai, là, c'est la séparation de Cortana avec le moteur de recherche de Windows 10, quoi. Donc, bon. Oui. Flobo nous en avait parlé, il nous avait dit que déjà, lui qui était un Fast Insider, il avait ça sur ses machines. Allez, on continue cette fois-ci et on va vous parler, on va revenir avec la news du début. Microsoft, dans son store, va se séparer de toute sa bibliothèque numérique. Vous pouviez acheter des livres ou louer des livres sur le Microsoft Store. Eh bien, à partir je crois que c'est du mois de juillet ou début juillet, ça doit être. Excusez-moi. Il sera impossible d'acheter des livres parce que tout simplement, il n'y aura plus de bibliothèque numérique chez Microsoft et vous perdrez vos livres si vous les lisez toujours via les services de Microsoft. Donc des fois le papier c'est quand même plus pratique. Est-ce que Microsoft a eu raison d'ouvrir cette bibliothèque numérique, parce qu'en plus ça a été ouvert très tard, ça a été ouvert limite sur la fin de Groove, donc on se demande pourquoi cette ouverture, quoi. Tu es en train de dire que tu perds tes livres, même ceux que tu aurais achetés? Non. Oui, alors Microsoft remboursera, mais tu n'auras plus les livres, donc il faudra les racheter ailleurs. Alors, d'après ce que j'ai compris, tu auras un bon d'achat de la valeur à peu près de ce que tu as acheté. Donc, vous ne sentez pas comme un désamour un petit peu de l'industrie du livre envers les livres électroniques? Parce que moi, à chaque fois, je ne sais pas. Personnellement, j'aime beaucoup ma liseuse, hein, je le dis franchement, parce que ça me permet de transporter autant de livres que je veux, et puis ça tient dans une poche. Mais je n'ai pas le sentiment que l'industrie du livre électronique est très, très appréciée, j'entends, par les éditeurs en général, quoi. Que ce soit au niveau prix, que ce soit au niveau support, au niveau accessibilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment l'impression que le livre électronique a mauvaise presse.
un très grand désamour, et surtout quand on en parle, parce qu'on en parle très peu au final. Oui. Donc les bouquins, etc., les librairies, ça, il n'y a pas de souci, mais le livre électronique, je sais pas, si je reporte ça à l'industrie de la musique, hein, quand vous regardez des Spotify, des Deezer, des Apple Music, etc., et de l'autre, ben, on a Amazon, mais qui vend aussi surtout des bouquins papier. À part ça, ben, rien. Ouais, il y en a quelques-uns. Si, il y a quand même toute la plateforme de la Fnac aussi qui existe, qui est plutôt bien achalandée. Ouais, Mais, oui, Cassim, vas-y. Mais ouais, alors déjà, donc la boutique, elle a déjà disparu. Hein. La date de juillet, c'est pour les livres que C'est la dont fin tu es du déjà. service total. Voilà, c'est la fin du service total pour les livres dont tu es déjà propriétaire. Là, le jour où ils l'ont annoncé, ils ont fermé carrément direct la boutique. Elle a déjà disparu du Microsoft Store. Alors, quoi. à l'heure des charges, je me demande, la boutique, elle n'a pas ouvert en France, il me semble. Je me On l'avait rappelle pas ce plus. service. Je me rappelle plus, mais elle a disparu du Microsoft Store, même américain et tout ça. Hein. Ouais, ouais. Mais je me souviens plus je savais même plus si elle existait en France. Je ne suis pas sûr qu'elle existait en France. Je rejoins totalement Patrick sur le sujet du livre un peu qui a un côté particulier parce qu'effectivement avec la musique, avec Spotify et compagnie, on retrouve vraiment toute sa musique comme on veut, à peu près toute la musique qu'on veut. En illimité, il y a vraiment eu une sorte de révolution autour de la musique, il y a eu une révolution autour des séries télé avec Netflix et compagnie, et c'est quand même quelque chose. Et là, le jeu vidéo, on en est au balbutiement, mais il va probablement vivre la même chose. Le livre a un peu résisté à ça, et pas forcément dans le bon sens du terme, probablement peut-être dans le bon sens du terme pour les auteurs, je sais pas, mais en tout cas pour les éditeurs, en tout cas pour le grand public, il n'y a pas ce côté tu retrouves tes livres partout, tout le temps, un peu. Il y a juste Kindle et Kobo, effectivement, mais c'est pas incroyable non plus. Je crois que le service d'abonnement de Amazon par exemple, est pas terrible non plus en termes de catalogue oui, en termes de catalogue, quoi, il est pas terrible en termes de fonctionnalité. Donc ça a pas connu l'essor que d'autres médias ont connu. Ouais. Après, pour revenir sur Microsoft, quand est-ce que c'est quand même il reste les apps, les jeux et les films, enfin films / séries télé. Je sais pas pour combien de temps les films et séries télé vont vraiment rester. À mon avis, ils résistent grâce à la Xbox, mais honnêtement, ce Microsoft Store, il commence un peu à se vider. À se vider. Et moi, je serais pas surpris que les jeux, il y ait la team Xbox qui sépare, que ce soit le Xbox Store. Ouais, qu'ils se fassent leur petite application sur le côté. Ça serait logique. Je trouve que ce serait logique et ça leur permettrait d'avoir, à mon avis, de développer un meilleur concurrent face à Steam et au Epic Game Store, d'avoir vraiment une boutique développée par l'équipe Xbox avec des vraies personnes derrière qui comprennent les problématiques vraiment jeux gamers, vidéo. Quoi. Oui, voilà. Une boutique pour les gamers. C'est ça, qui soit pensé pour le cloud et pour Xbox Game Pass et compagnie. Donc, je pense qu'ils pourraient faire ça, le séparer du vrai Microsoft Store. Quoi. Ouais. Ok. Allez, on va continuer et cette fois-ci, on va vous parler de hardware. Alors, ça va être quand même assez rapide. Et c'est toi, Patrick, qui t'y colle. Oui, c'est vrai, parce qu'une petite mise à niveau pour les portables haut de gamme de Microsoft, c'est-à-dire les Surface Book 2, avec l'arrivée des processeurs Intel de 5e génération, de 8e génération, décidément. Oui. Donc i5 de 8e génération, je vais y arriver, qui cette fois-ci n'ont plus 2 cœurs mais 4. Pour le reste, on reste sur 8 gigaoctets de RAM, 256 gigaoctets de stockage SSD pour le modèle de base, au prix de 1499 $ à peu près. L'ancien modèle, lui, sur base de processeur Beaker de 7e génération, il reste au catalogue, mais il perd du coup 200 $, donc à partir de 1299 $. Voilà. Et puis sinon, au niveau carte graphique, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on reste sur du basique, à savoir la puce Intel. Personnellement, j'ai trouvé, et pas seulement chez Microsoft, chez tous les autres, suivez mon regard, j'ai toujours trouvé assez aberrant que sur ces machines d'une telle gamme, d'un tel tarif, on ne soit pas capable de mettre des puces Nvidia ou AMD pour relever un petit peu le niveau de l'ensemble. Je trouve ça vraiment un petit peu dommage. D'accord.
Ben, merci beaucoup Patrick. Allez, on va continuer très rapidement avec deux petites infos news. Le Windows Store s'est mis à jour, vous avez quelques infos en plus sur votre compte, voilà c'est fait. Et vous avez Pinterest qui met à jour son application pour Windows 10, donc il y a quand même des gros éditeurs qui mettent à jour leur application. Bon, on va pas s'enflammer, c'est juste un wrapper du site web, donc a priori c'est quand même pas transcendant non plus. Ils ne font pas comme Twitter qui adapte le site web. Allez, on enchaîne avec l'univers smartphone. Alors une petite information moi que j'ai trouvé sympa. Alors, allez, on va vous donner la mauvaise nouvelle d'abord. Si vous avez encore votre Windows 10 mobile et que vous l'utilisez au quotidien, peut-être que vous utilisez le service Instagram. Et si vous utilisez Instagram, vous allez apprendre que je crois que c'est à la fin du mois, je crois que c'est le 30 avril, Instagram va fermer son application sur Windows 10 mobile. Donc, adieu vos photos partagées. Vous avez quand même l'application Systag de Rudy Win qui existe toujours et qui marche toujours très bien. Et vous avez une autre application que j'ai découvert récemment, c'est Winsta UWP, donc WINSTA plus loin UWP, qui est une application Instagram, un client Instagram, que vous pouvez utiliser et sur votre Windows 10 mobile, ainsi que sur votre Windows 10, votre PC. Voilà. Alors, elle est payante, je crois que c'est 2 €, quelque chose comme ça. Elle a l'air plutôt pas mal faite, et pourquoi pas essayer une de ces applications pour remplacer votre vieux client Instagram qui va disparaître. Donc, je sais pas, vous n'allez pas être impacté, vous, je pense que ça fait longtemps que vous n'êtes plus sur Windows 10 mobile. Je crois pas. Non, vraiment pas. Et là, hélas, et crois-moi, je le regrette. Hein. Il n'y a pas une année sans que j'envoie un petit peu à Microsoft de nous avoir laissé tomber ce merveilleux OS. Mais bon. Ok. Allez. Cassim, je sais que toi, c'est déjà plus le cas depuis longtemps. Allez, on va passer. Donc, une des dernières news applications, c'est Mixer. Vous savez, Mixer, le service de diffusion de jeux vidéo, de streaming de jeux vidéo, qui marche à la base pour les produits Microsoft et qui a été mis à jour pour tout ce qui est Apple et Android. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour votre application. Et si vous n'utilisez pas Mixer, c'est peut-être l'occasion de l'installer et d'essayer de l'utiliser parce que c'est peut-être très bien et peut-être mieux que ce qui existe déjà. Voilà, donc utilisez Mixer. Hop, allez, et on termine. Alors, Swift est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu les dernières mises à jour de SwiftKey sur Android, Patrick, Cassim? Non. Non, personnellement, j'ai utilisé le clavier d'origine qui me va très bien. D'accord. Bon, moi qui comptais sur vous pour que vous nous fassiez la présentation, a priori, il y a des petites options qui vont permettre de pouvoir redimensionner les affichages selon ce que vous désirez. C'est surtout ça qui est important, mais je l'ai pas testé encore, j'avoue, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, écoutez, pareil, SwiftKey. Bon, moi j'aime bien SwiftKey, je trouve ça pas mal, et puis c'est lié avec mon compte Microsoft, donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir tout ça regroupé. J'aime bien l'application, j'ai juste pas eu le temps de la tester là, en l'occurrence. Bah oui, parce que je crois que c'est une news qui date de hier ou avant-hier, et voilà. Tant pis. Bon, allez, c'est à vous de la tester, vous nous ferez un petit retour. Ça sera aussi simple. Bon, écoutez, moi je vous remercie alors d'avoir été présent et de nous avoir écoutés pour cet épisode 146. Je salue également tous nos camarades qui n'étaient pas là ce soir, mais qui sont occupés à droite à gauche. Donc, salut les copains. Et retrouvez-nous donc soit en audio sur podcast.lifetile.fr ou sinon vous pouvez passer sur le site tout simplement lifetile.fr et vous retrouvez tous les épisodes. Sinon vous nous retrouvez en vidéo sur YouTube à l'adresse youtube.lifetile.fr. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous regarder en bas, là il y a un truc qui s'appelle un petit pouce. Le petit pouce, il est en gris, appuyez dessus, c'est comme ça il sera en bleu, ça nous fera un petit plaisir. Et laissez-nous un petit commentaire. Ça fait plaisir et puis ça nous fait connaître un petit peu plus et n'hésitez pas à partager sur Twitter, sur Facebook les différentes sorties de podcasts. Cassim, encore merci d'avoir été là. Patrick, merci également à toi d'avoir été là. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous d'ici une semaine pour l'épisode 147 et puis portez-vous bien d'ici là. Ciao tout le monde. Ciao.